Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africable Télévision. Merci pour votre fidélité. Dimanche dernier a été le grand jour de lancement des campagnes pour la présidentielle et la grande mobilisation était au rendez-vous. Oui, par moments, il était même difficile de trouver des sotramas, presque toutes réquisitionnées par les mobilisateurs pour le transport des militants et autres sympathisants. Oui, la campagne est ouverte et bien ouverte. Pendant 3 semaines, dans les quartiers, dans toutes les rues, se tiendront les activités dites de campagne. Alors, qu'est-ce que la campagne au juste? Pourquoi le faut-il nécessairement? N'a-t-elle pas d'autre objectif qu'à faire élire un président? Sur quel fond d'éthique et d'équité se tient-elle cette année? Et surtout, mesdames, messieurs, d'où vient tout cet argent que les candidats investissent et quel est l'impact de cet argent au-delà de l'élection sur la vie politique, sociale et économique du pays? Tout sur la campagne, tout de suite avec nos invités. Mesdames, messieurs, une fois de plus, merci à vous de nous suivre, de rester toujours fidèles au programme d'Africa Télévision. Nous sommes ce soir avec Dr Mamadi Sissoko, constitutionnaliste. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Dissa. Merci à vous d'accepter notre invitation, d'être toujours là avec nous. Toujours, je serai là. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes avec Dr Fousseni Doumbia, professeur de droit public et de sciences politiques à l'université. Dr Doumbia, bonsoir. Bonsoir, et bienvenue. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, notre troisième invité est Monsieur Abdraman Diarra. Il est de l'URD, membre du directoire de campagne du candidat Soumaïla Cissé. Monsieur Diarra, bonsoir. Bonsoir, Dissa. Bienvenue à vous. Merci à vous. Et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous sommes également avec M. Babarou Bokoum, porte-parole du candidat Omar Mariko. M. Bokoum, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Robert. Merci. Tout le plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous partons donc pour 1 heure d'échange avec nos invités. Docteur Doumbia, dites-nous qu'est-ce que c'est que la campagne au juste? Alors, je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette immense opportunité que vous nous offrez d'être sur ce plateau pour édifier notamment le peuple malien sur des questions électorales qui existent aujourd'hui dans notre pays. Alors, pour définir la campagne électorale, il faut savoir que la campagne électorale est la période au cours de laquelle une compétition est ouverte entre les candidats qui participent à une élection. Et conformément à la loi électorale du 17 octobre 2016, aujourd'hui modifiée notamment en 2018, la campagne électorale pour ce qui concerne l'élection du président de la République est ouverte au 21e jour, n'est-ce pas, qui précède le jour du scrutin, également et prend fin surtout les derniers jours, n'est-ce pas, qui précèdent la veille du scrutin, notamment à minuit. Alors, dans le cadre de leurs campagnes électorales, les acteurs politiques disposent de différents outils qui sont d'abord des instruments de communication et de mobilisation. Par là, il faut citer les meetings, les caravanes, les affiches, si vous voulez, les tracts. On peut aussi citer les articles et les interviews dans les journaux, les passages à la télévision et à la radio, donc qui constituent aujourd'hui des instruments de communication et de mobilisation qui sont mis à la disposition des candidats dans le cadre de la conquête de l'électorat. Merci, docteur Doumbia. Docteur Sissoko, dites-nous, il vient de parler de beaucoup d'activités qui se font. Est-ce que toutes les activités auxquelles nous assistons pendant la campagne sont des activités, mais vraiment conformes à la loi électorale? Autrement dit, est-ce que la loi électorale définit exactement les activités dites des campagnes, si oui, lesquelles? Oui, bon, la campagne, c'est comme il l'a dit, mon cher collègue, c'est la période qui permet aux candidats de se présenter, de présenter leur programme, leur projet de société. Et c'est la période qui permet au peuple aussi d'écouter, d'analyser, afin de mieux choisir. Donc les affichages, tout cet tintamarre-là, c'est pour participer tout simplement à la compréhension des candidats. C'est ce qu'on appelle la propagande électorale. Les candidats s'exhibent et le peuple écoute et attend pour faire des votes utiles. Donc, tout ce qui se passe comme ça, la loi les a prévus. Ça fait partie de la loi. Lorsque vous sortez de ces trucs-là, c'est là où la sanction tombe. Mais pour le moment,
tant qu'on respecte, comme il l'a dit, les différentes activités, alors je crois que nous partons tout droit à des élections apaisées. Cependant, je tiens à attirer quelque chose. Il y a aussi des négociations, des cadres de conduite que les partis politiques peuvent se dresser. C'est-à-dire un code de conduite où les partis politiques tombent d'accord pour dire que bon, telle activité, telle façon de communiquer est prohibée entre nous. C'est une convention qui lie les partis. Donc là aussi, c'est un élément très important lorsqu'on parle de campagne électorale. Voilà. D'accord, merci Dr Sissoko. Monsieur Diarra, qui détermine la durée de la campagne? On nous parle de 21 jours avant le jour J, le jour fatidique. Mais pourquoi 21 jours? Pourquoi pas 100 jours? Pourquoi pas une semaine? Mais pourquoi exactement 21 jours? Pourquoi? Merci Monsieur Dissa. Je profite du micro pour saluer l'ensemble des téléspectateurs d'Africable. Je pense que, comme mes prédécesseurs, les deux professeurs l'ont dit, la durée de la campagne électorale... Qui la détermine? C'est déterminé par la loi. Oui, mais qui fait cette loi? Le législateur. D'accord. Comme toute loi. Maintenant, si sur le terrain, comme on le voit effectivement, vu l'étendue de notre territoire, le Mali, ça fait 1 241 230 000 km². Nous avons bon nombre, sinon des millions de nos compatriotes qui résident à l'étranger, dans la diaspora, dans d'autres pays. 3 semaines, je pense que c'est peu pour les candidats à l'élection présidentielle de rencontrer l'ensemble de leurs compatriotes. Si ce constat est partagé par tout le monde, alors celui qui aura le pouvoir, je l'espère bien que ce serait mon candidat. Nous devons nous atteler à réformer. Nous avons beaucoup de réformes à faire. Parmi ces réformes, nous allons réformer la loi aussi qui régit les élections. Si dans la pratique, nous constatons effectivement que les 21 jours, sinon ce n'est même pas 21 jours, quand vous regardez un peu la définition de Dr Doumbia, c'est 20 jours en fait. C'est 20 jours de campagne. Je pense que c'est vraiment insuffisant pour parcourir le pays. Merci M. Diarra. M. Bokoum, est-ce que nous ne pouvons pas dire que c'est parce que justement les candidats partent en campagne des années avant ces 21 jours que alors les politiques alors acceptent que la loi leur impose ces 20 jours, ces 21 jours? Non, bon, les politiques sont toujours en activité. De toute façon, c'est 24 sur 24 pendant toute l'année. Donc, ça n'a rien à voir avec une élection présidentielle où déjà c'est un candidat qui est candidat à une élection. C'est différent des municipales et des autres élections. Mais il est important de signaler quand même que le délai a été mis. L'esprit du délai, à mon avis, c'est pour le souci d'avoir une équité, d'équité et de transparence sur les manières de faire la campagne électorale. Que ce soit une bataille égale à égale et qui soit loyale, normalement. Mais on a observé au Mali que ce n'était pas le cas parce qu'on voit que de toute façon, c'est comme d'habitude, on ne respecte rien dans ce pays. Et les élections, normalement, quand on parle des affiches, on a bien vu qu'il y avait eu des affiches dans cette ville, ici à Bamako. Je n'ai pas vu, moi-même, je l'ai constaté. On a envoyé des huissiers pour les constater. Des affiches qu'on a mis de Soumaïla, de Diallo et des trucs. Ce n'est pas pour stigmatiser vos candidats, ce n'est pas ça le truc, mais tout simplement d'attirer l'attention que s'il doit y avoir des lois qui doivent recadrer des délais ou des périodes électorales, il va falloir que tout le monde vraiment essaye de les respecter. Donc cela est une question de moyens. Et donc pour juste terminer, qu'au niveau également du président de la République qui a commencé à faire campagne bien avant les autres avec la chaîne nationale. Et cela aussi est un problème qui dérange tout le monde. Et donc je pense que ça demande vraiment un débat réel. Merci M. Bokoum. Dr Sissoko. Et M. Bokoum dit que le politique est toujours en activité. Oui. Alors, comment finalement faire le distinguo entre l'activité politique et l'activité de campagne, vu que quasiment c'est les mêmes activités? J'avoue que c'est véritablement le sexe du diable. C'est ça le problème. Parce que quand le président, on ne sait pas quand est-ce qu'il est en train d'agir en tant que président de la République et quand est-ce qu'il est en train d'agir pour ses propres visées politiques. C'est difficile de les distinguer. C'est une question d'honnêteté personnelle. Mais je crois que le législateur malien doit prendre de l'avance en légiférant sur la période d'avant, pendant et après. C'est cela qui pourrait garantir ces situations-là. Sinon, franchement, il est difficile, il est très difficile
de dire aujourd'hui que les différents candidats sont partis des mêmes moments et des mêmes chances. Non, ce n'est pas possible. Merci. Docteur. Je dirais qu'il y a inégalité dès au départ. Inégalité dès au départ. D'accord. Voilà. Docteur Doumbia, qu'est-ce que la loi prévoit pour non-respect de la durée de la campagne? Est-ce que la loi peut aller jusqu'à l'annulation d'une candidature pour n'avoir pas respecté la durée de la campagne? Alors, avant de répondre à cette question, je souhaiterais réagir à la suite de mes prédécesseurs. Vous savez que c'est vrai, 21 jours, c'est vraiment minime par rapport à une compétition électorale. Mais à partir du moment, moi, je me dis que la vocation d'un parti politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Elle est assise autour d'un projet, d'un programme. À partir du moment où elle est créée, elle doit aller à la recherche de ses militants. Il ne faut pas que le parti politique attend toujours la période électorale pour aller à la conquête de ses... Docteur Doumbia, excusez-moi de vous interrompre sur ce point. J'ai posé cette question à M. Diarra. Oui. Qu'est-ce que M. Diarra a trouvé à me dire? Il a dit que c'est le législateur qui a mis les 21 jours là. Mais les législateurs, c'est qui encore? C'est pas eux les partis politiques, c'est pas eux les politiques là. S'ils ont laissé passer les 21 jours, c'est que quelque part ça ne les dérange pas. Non, ce qui est sur les 21 jours, moi je me dis que c'est la campagne électorale qui n'a de sens surtout qu'à travers l'accès aux médias d'État, c'est-à-dire l'égal accès aux médias d'État. Sinon, un parti politique, à n'importe quel moment, il peut aller à la conquête de ses militants à travers en leur expliquant ses programmes, son projet de société. Donc il ne faut pas attendre seulement la période électorale pour faire cela. C'est vrai qu'on est en train de, de décrire un déséquilibre qui est là au niveau des médias d'État. Ce n'est pas la presse, la seule presse dans une démocratie. Il y a les médias privés également auxquels les partis politiques peuvent s'intéresser pour faire véhiculer leurs messages, ce qui est extrêmement important. Donc, du point de vue, n'est-ce pas, de ce déséquilibre-là, c'est vrai que la loi électorale, il y a des interdictions qui sont prévues par la loi électorale, et si on va à l'encontre, n'est-ce pas, de ces dispositions relatives aux interdictions. Il y a des sanctions qui sont vraiment prévues, mais ça ne va pas dans le sens de l'annulation d'une candidature. Quand vous regardez la loi électorale, il y a une disposition pénale qui est là, n'est-ce pas, qui sanctionne notamment les non-respects, n'est-ce pas, de ces dispositions-là, qui peut aller à des peines d'emprisonnement, qui peut aller au paiement aussi des amendes. Donc quand je prends l'exemple sur les interdictions qui sont formulées en période de campagne électorale, la peine de prison peut aller de 1 an jusqu'à 5 ans. Ça peut aussi aller conduire à des amendes qui peuvent aller de 100 000 francs jusqu'à 1 million de francs CFA. Donc les sanctions pénales sont là au cas où on ne respecte pas certaines dispositions qui sont prévues, n'est-ce pas, par la loi électorale lors des campagnes électorales. Merci, Dr Doumbia. Monsieur Diarra, nous allons parler maintenant du financement de la campagne qui est vraiment sur toutes les lèvres. Maintenant, tout le monde parle en fait d'argent. Parce que nous voyons quand même des grands meetings, mais des mobilisations gigantesques partout. Cela ne se fait pas sans rien. Mais d'où vient tout cet argent-là pour la campagne? Par exemple, vous, où est-ce que vous avez trouvé tout ça, toute cette somme pour mobiliser tant de gens, pour lancer votre campagne comme ça? Merci encore d'Issa. Je vous demanderai de me laisser réagir quelques secondes avant de répondre à votre question. Allez-y. Votre première question, vous m'avez posé la question en me disant que les 21 jours sont presque insuffisants. Je vous ai donné mon avis. J'ai demandé pourquoi pas plus ou voilà. Pourquoi pas moins. Maintenant, pourquoi je ne suis pas allé loin, je me suis limité à répondre à votre question. Il n'y a pas que la loi électorale qui régit l'activité politique. Okay. Les activités, le fonctionnement des partis politiques en République du Mali est régi par ce qu'on appelle la charte des partis politiques. Cette charte des partis politiques parle aussi de la campagne électorale et parle des activités autorisées que les candidats et les partis doivent mener pendant la campagne électorale. Il faudrait bien que cela soit clair pour nous. Et s'agissant de cela, à ce point-là, oui. M. Diarra, sauf que par rapport à ce point-là, toujours, oui. est-il que, alors les partis ont droit de citer, les partis peuvent dire on est d'accord ou bien on n'est pas d'accord. Comment les partis peuvent accepter les 21 jours et nous dire ce soir que c'est peu?
Non, suivez-moi. Je vous ai dit, ça dépend de la façon dont la question a été posée. Okay. Si vous me suivez, vous allez me comprendre. D'accord. En parlant de charte de parti politique, on va parler de fonctionnement de parti politique. Pour parler de fonctionnement de parti politique, il faudrait qu'on dise entre nous et à nos téléspectateurs, c'est quoi un parti politique? Un parti politique, c'est un regroupement d'hommes et de femmes, tout simplement de citoyens d'un pays, qui ont une convergence de vues sur la gestion du pays, qui se mettent ensemble pour conquérir le pouvoir en vue de l'exercer, pour mettre en œuvre cette vision. Okay. Ce travail, on ne saurait attendre la campagne pour le faire sur le terrain. En tout cas, chez nous, à l'URD, nous travaillons toute l'année. Nous partons partout à l'écoute de nos compatriotes. Nous partons partout à la séduction de nos compatriotes pour avoir de nouveaux adhérents, pour avoir de nouveaux militants. Et parlant justement de la séduction des nouveaux adhérents, de nouveaux électeurs, justement, c'était ça ma question. Comment les partis arrivent à acheter tant de bagnoles, tant de motos, à mettre tant d'argent dans la campagne? Ça vient d'où? Vous me laissez continuer, vous allez voir la suite logique, l'enchaînement logique. Okay, allons-y. Je vous ai parlé de nos activités sur le terrain. Si nous parvenons à avoir des adhésions, à séduire des concitoyens, des compatriotes, ça veut dire que nous avons une vision, un programme que nos compatriotes épousent. C'est quoi un programme? Un programme, c'est changer la gouvernance du pays. Un programme, c'est faire en sorte que ce qui ne va pas bien aille mieux dans le pays. Dès lors que beaucoup de nos compatriotes adhèrent à cette vision, à ce programme, rien que pour manifester leur bonne foi et pour manifester leur engagement militant, ils vont faire des cotisations. Ce qui est un acte ordinaire, en tout cas dans notre parti. Chaque mois, des comités aux sous-sections, aux différentes sections jusqu'au niveau national, les militants mettent la main à la poche. Ils cotisent pour aider le parti à fonctionner. Arrivé aux élections, vous dites que vous voyez de gros moyens déployés sur le terrain. Parce que tout le monde n'a pas le temps de militer dans les partis. C'est pourquoi on parle de militants et de sympathisants. Beaucoup de ces sympathisants, je donne un exemple, des opérateurs économiques ou des citoyens lambda qui regardent le programme d'un candidat, qui se retrouvent dedans, qui pensent que l'essor économique du pays, le développement du pays, la prospérité du pays, le développement de leur activité passe par l'élection de ce candidat, mais volontairement, ils vont contribuer, contribuer au financement. En résumé, l'argent vient de la cotisation. L'argent vient des cotisations, comme ça se dit, j'ai parlé de charte des partis politiques. Maintenant, à l'interne des partis, il y a ce qu'on appelle les statuts des partis et le règlement intérieur. Dans les statuts des partis, le mode de recherche de financement pour les activités du parti et même pendant les périodes électorales, c'est bien défini. On parle de cotisation de ses membres et de ses sympathisants, on parle de dons, on parle de legs. J'ai expliqué pourquoi les gens font des cotisations, pourquoi les gens font des dons, pourquoi les gens font des legs, parce que les gens croient au programme, les gens croient au parti, les gens croient en son leader. Les gens n'hésitent pas à mettre la main à la poche pour l'aider à atteindre son objectif, pour leur propre bonheur. Merci, M. Diarra. M. Bokoum, êtes-vous, vous, en tant qu'homme politique ici, est-ce que vous avez à peu près la même réponse que M. Diarra ou alors vous vous inscrivez sur un tout autre registre? Si j'ai les mêmes réponses que Diarra, il va s'inquiéter. Parce que ce n'est pas la même démarche que nous avons de cette histoire de campagne et tout ça. Parce que vous savez, on parle de séduction. Séduction avec de l'argent, bien sûr. Il faut qu'on parle de l'argent au Mali. C'est important. Parce que vous savez, on ne peut pas continuer. C'est une évolution peut-être qui va venir parce que là, avec la lutte bien sûr que nous avons menée depuis des années pour interdire certaines choses comme les casquettes qui sont interdites cette année, les t-shirts et puis les macarons et tout, ça résulte des combats que nous avons menés pour qu'il y ait, nous au SADI, avec beaucoup d'autres partis qui ont dit qu'il va falloir qu'on regarde quand même qu'il y ait un peu de transparence sur l'argent flot qui circule en période de campagne. Donc on ne peut pas continuer dans ce pays, on sait très bien comment ça fonctionne, nous sommes tous appartenant à des partis et on sait très bien que des cotisations au Mali ne peuvent pas aller à des coûts de milliards, considérant que c'est un pays déjà qui a été trahi, d'une population qui a été trahie par l'élite politique bien sûr, et à un moment donné on ne peut pas encore continuer à dire que c'est les gens qui sont en train de financer. Non, c'est de l'argent pillé souvent dans les caisses de l'État malien, c'est de l'argent venant de n'importe où, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de traces. Il n'y a aucune possibilité de tracer l'argent des campagnes. Donc je pense aujourd'hui, c'est un débat qui peut nous intéresser tous, qu'à long terme, ou bien que les années à venir, que l'on puisse quand même mettre des barèmes, c'est-à-dire pas quand même fixer un barème
que personne ne doit dépasser. Exemple, on peut dire 1 milliard, 500 millions, 800 millions, personne ne le dépasse. Comme ça, la lutte est égale et ce ne serait pas considéré comme une campagne marchandise où on va payer des gens l'achat des consciences, ce qui a résulté aujourd'hui de tous les maux que nous connaissons aujourd'hui dans ce pays. Parce qu'à chaque fois que l'on paye les gens, on se rend compte qu'on manque de légitimité dans l'exercice du pouvoir. Et donc, je pense que le débat doit être beaucoup plus approfondi pour pouvoir régler ces problèmes. On a vu des millions déversés chaque fois dans les campagnes, des milliers de motos. Et donc, d'où viennent ces ressources-là? Alors que l'État souffre financièrement. Merci, M. Bokoum. Justement, docteur, je venais à vous par rapport à ce que vient de dire M. Bokoum. En fait, docteur, qu'est-ce que vous pensez du lien finalement entre l'argent et la légitimité? Voilà. Avant de répondre à votre question, j'aimerais circonscrire le débat. Nous sommes toujours ici pour discuter de la campagne. La campagne marque le point de départ d'une compétition. C'est différent des activités du parti politique. C'est-à-dire, l'élection présidentielle, c'est une compétition qui est ouverte entre des candidats. Oui, je crois que nous sommes tous d'accord avec ces constats. Vous savez, quand les photos avaient commencé à être affichées sur le 3e pont, la commission électorale a vite réagi en disant que la campagne n'est pas ouverte et qu'il faut nécessairement les enlever. Donc c'est pour dire que ce n'est pas en temps normal qu'un parti politique peut entreprendre certaines activités. Et ils ne l'ont pas enlevé. S'il vous plaît. Pardon. Donc c'est pour faire une différence entre activité partisane et compétition électorale. La campagne marque le point de départ. C'est une course qui démarre, alors les candidats doivent partir à égalité de moyens, à égalité, en tout cas de droits. Bien. Maintenant, légitimité et argent. Pour revenir à votre question, n'importe qui ne peut pas être candidat. L'argent a un rôle déterminant dans ces sortes de compétitions. Mais la loi a réglé ça. En quoi faisant? La loi dit que les partis politiques, pour mener leurs activités, peuvent vivre des cotisations, comme il l'a dit, des dons, des legs, des subventions de l'État. L'État finance les partis politiques. Il y a des conditions, bien sûr. Mais la société a posé, l'État a posé aussi des limites. On dit interdiction aux sociétés commerciales de financer les élections. C'est dans la charte. Tout à fait. C'est dans la charte. L'État a donné la possibilité aux partis politiques de mener leurs activités, mais les fonds sont véritablement contrôlés. Tout fonds qui de nature, a une nature subversive, qui a tendance à briser notre souveraineté ou à s'attaquer à notre démocratie, mais est proscrit. Merci, docteur. Donc la loi a réglé. Merci, docteur. Docteur Doumbia, est-ce que vous êtes d'accord que, en fait, tous ces fonds-là sont vraiment contrôlés? Est-ce que c'est votre avis? Alors, à la suite de mon prédécesseur, mon très cher collègue, docteur Sissoko, je souhaiterais aussi ajouter que l'État a fait des efforts considérables. Ça, il faut reconnaître. C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire que la démocratie a un coût. C'est vrai, il faut se déplacer pour aller à la recherche des militants. Il ne suffit pas d'avoir la qualité d'un projet. Donc, il faut avoir des moyens aussi pour faire matérialiser, n'est-ce pas, ces projets sur le terrain politique. Alors, dans le cadre de cette manifestation, il y a deux sortes de financement. Il y a un financement privé qui est là, comme Diarra l'a bien précisé, en termes de dons, en termes de cotisations, en termes de legs, en termes d'autres manifestations. Donc, mais il y a un encadrement qui est là, un encadrement qui est même prévu par la loi. C'est vrai. Quel est cet encadrement? L'encadrement, la loi électorale, la charte des partis politiques dit d'abord en termes de dons. Donc, il ne faut pas que les dons, le montant du don dépasse les 20% des ressources propres de chaque parti politique. 25. Voilà, donc ce qui est un encadrement qui est là. Ouais. Également, il y a aussi une interdiction formelle, n'est-ce pas, de recourir à un financement étranger, financement extérieur. C'est vrai que pendant la transition, il était totalement possible, ce n'était pas interdit. Il y a une ordonnance relative aux partis politiques qui avait donné la possibilité à tout candidat de recourir, n'est-ce pas, au financement international. Ouais. Ce n'était pas interdit, ça pouvait se comprendre au regard de la fragilité économique de nos États, de nos institutions en cette période. En fait, mais là, docteur, il y a entre ce que la loi dit
Oui. Et ce qui se pratique sur le Exactement. terrain. Et surtout, ce que le citoyen lambda pense de tout ça. Parce que pour les gens entendent beaucoup de rumeurs, ils entendent beaucoup de choses. Ils interpellent le politique, ils interpellent vous, les universitaires, les intellectuels. Mais quand ils savent, par exemple, qu'il y a des gens qui peuvent mettre des centaines de millions dans la campagne d'un candidat, alors, quand on arrive à des niveaux comme ça, qu'est-ce qu'on attend finalement d'un tel candidat? C'est vrai que du point de vue pratique, la réalité est tout autre. La loi prononce des interdictions, notamment par la charte et la loi électorale. Même la Constitution même s'intéresse à ces dispositions. Mais la pratique et la réalité est tout autre. Parce qu'en réalité, comme on dit, la démocratie, c'est des idées. Mais du point de vue de ce qui se passe sur le terrain, on constate que le projet, le programme d'un candidat importe peu. Seul compte aujourd'hui son pouvoir d'achat comme de la marchandise. Justement, tout se passe comme si les élections constituent un grand marché où existe la loi du plus offrant. Un paquet de thé, 1000 francs ou bien autre chose suffisent à récolter les voix. Merci. Heureusement, la loi électorale est intervenue pour interdire cela. Alors, il faut qu'il y a des voies de recours qui sont là. On demande à tous citoyens, si vous êtes en présence des cas de violation du texte électoral, de saisir le procureur de la République qui, à son tour, va se charger de prononcer des sanctions au cas échéant. Donc, il faut que les citoyens s'intéressent surtout, n'est-ce pas, à faire des recours pour qu'on puisse sanctionner ce genre de comportements qui ne font pas du tout honneur à notre démocratie. Merci. Docteur Sissoko, s'il vous plaît, ne vous donnez pas la parole, s'il vous plaît. Mais toutefois, je vais vous la donner. Mais je pose toujours une question, docteur. Finalement, je crois que cette histoire d'achat de conscience n'est vraiment pas cachée à un Malien. Et j'aimerais vraiment qu'on sorte de ce touabouya-là. Mais franchement, qu'on dise certaines choses aux gens. Quel est le lien, selon vous, entre la légitimité et l'achat de conscience? Bon, je vais répondre d'abord sur la première question. La loi a fait beaucoup d'efforts. Vous savez que la Cour des comptes intervient. Chaque parti doit déposer son rapport financier. Les limites sont fixées. Un contrôle doit avoir lieu et des sanctions sont prévues. Donc il faut minimiser là. Les candidats ne sont pas libres dans leurs dépenses. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un plafond de campagne? Bon, dans les autres pays comme en France, il y en a, mais au Mali, je sais qu'il y a un plafond qui a été dit tout de suite, le 25%. Le parti ne peut pas recevoir de dons de plus de 25%. De quelqu'un. Oui. Et les sociétés commerciales sont... Mais un parti politique, par des dons différents, peut se trouver avec 10 milliards, 15 milliards. Qu'est-ce que la loi dit? Mais la loi a dit que les partis politiques... Vous savez, la limite aussi, c'est la loi. On peut ne pas être d'accord avec la loi. Mais je suis là pour vous dire ce que la loi dit. Et je suis d'accord avec la loi. Comme toi aussi. Oui. Donc, c'est pour vous dire que la loi a autorisé les partis politiques à bénéficier de dons, de legs et de subventions de l'État. Oui. L'État subventionne pour les activités ordinaires. Mais l'État, au moment des élections, chaque candidat verse une caution. Cette caution, vous pouvez gagner les 50% lorsque vous avez atteint 5%. Donc, vous voyez, c'est des garanties qui sont fixées. Les candidats aussi sont tenus de déposer leur rapport financier auprès de la Cour des comptes. Et la Cour des comptes va vérifier, mener des enquêtes, et il y a des sanctions qui sont prévues. La section des comptes au Mali. Voilà. Donc c'est pour la section des comptes. Donc c'est pour te dire déjà, moi je dirais la Cour des comptes parce que la directive a déjà de l'UMOA. Le Mali est dans l'inexécution, donc en droit ça existe déjà. En droit ça existe. Théoriquement ça existe. D'accord. Voilà. Donc c'est pour répondre à votre question. Oui, mais docteur, parce que ça durait finalement. Je vais répondre. Ok. Le lien entre la légitimité et l'achat de conscience. Et même quelque part, certains soutiens, en fait, d'une certaine ampleur. Est-ce que tous ces grands soutiens, comme le disait Diarra, sont juste parce que le candidat est porteur d'une idéologie, d'une politique, d'un programme que nous partageons, ou bien c'est juste des soutiens pour se positionner après? Mais nous sommes en compétition. Du moment où un candidat ne viole pas la législation électorale, mais
c'est le bon moment. On ne parle pas seulement du candidat dans ce jeu. Non, écoutez, vous appelez ce que vous appelez une truc de conscience là. Moi, je ne l'appelle pas comme ça. C'est le moment qui s'y prête. Donner de l'essence aux jeunes pour faire sa publicité. On appelle cette période-là la propagande électorale. Chacun essaye de se montrer au-dessus de ses moyens, de ses capacités. D'accord, je crois que nous allons maintenant écouter la politique sur le plateau. Et M. Diarra, il y a des gens qui posent la question suivante. Les gens se posent cette question en longueur de journée. Quand c'est la campagne, on voit que les partis politiques ont vraiment des moyens. Et qui accablent pourtant l'État de n'avoir pas fait ceci, de n'avoir pas fait cela. Quand on évalue à la fin tout ce qui a été investi dans la campagne d'un candidat, les gens se disent, mais attends, ça pouvait faire des hôpitaux, ça pouvait faire des écoles, ça pouvait donner des bourses aux gens. Pourquoi ne pas plutôt faire la campagne avec des actions comme ça, plutôt que de dépenser l'argent dans les mobilisations de dernière minute? Robert, avant de encore répondre à cette question, je voudrais quand même donner quelques réactions. Je voudrais rappeler à mon frère, à mon camarade du parti Sadi, que la révision de la loi électorale, la loi actuelle, ce n'est pas lui, ce n'est pas le parti Sadi. Ça, je pense que c'est une précision que j'ai voulu donner. Ensuite, c'est l'opposition, à l'initiative de l'opposition, qu'un comité d'experts a été mis en place auprès du ministre de l'administration territoriale qui a travaillé... S'il vous plaît, on peut continuer. Voilà, on peut continuer. Voilà, pour son information. Maintenant, il a parlé d'achat de conscience. Je pense que c'est un faux débat. Ceux qui font les achats de conscience, ils les connaissent. Ceux qui distribuent des V8, ils les connaissent. Ceux qui distribuent les moyens de l'État, ils les connaissent. Donc franchement, je ne veux pas en dire plus sur ce cas-là. Je veux tout simplement dire que ce que tu ne parviens pas à faire, il ne faut pas forcément dire que c'est mauvais de l'autre côté. Cherche à savoir comment ils font. Aujourd'hui, notre candidat, qui est l'honorable Soumaïla Cissé, il est d'abord président de l'URD, après chef de file de l'opposition. Mais aujourd'hui, il est candidat d'une plateforme. La plateforme Ensemble Restaurons l'Espoir. Cette plateforme regroupe en son sein beaucoup de partis politiques, et non des moindres, et beaucoup d'organisations de la société civile qui ont fait confiance en l'homme, en son programme, qui croient aujourd'hui que l'homme a le leadership nécessaire pour sortir notre pays de l'ornière. Ce n'est pas forcément des promesses ou des dons en nature qui se passent entre les partis. Ce qui se passe entre nous, c'est d'abord une convergence de points de vue en termes de vision. Oui, s'il y a des différences, il y a une intégration. Nous ne sommes pas là d'abord. Ma question était plutôt de savoir, c'est-à-dire la question, je vais dire, l'argent investi dans la campagne aurait pu pour répondre à votre question, oui. Pour répondre à votre question, je vous dirais que nous n'avons pas attendu la campagne pour poser de telles actions. Okay. Nous n'avons pas attendu d'avoir les leviers du pouvoir pour poser des actions de développement. Je vous donne un exemple pour vous dire qu'avec des idées et avec la confiance des personnes qui sont avec vous, on peut faire des miracles. L'honorable Soumaïla Cissé, en qualité de chef de file de l'opposition et président de l'URD, dans le cadre de nos activités ordinaires, en mars 2016, nous étions en tournée dans la région de Caille. En revenant de Caille par la route de Bafoulabé, nous sommes passés pour contourner le fleuve par un village appelé Drametou. Nous avons vu des enfants qui étudiaient dans des conditions difficiles, sous un hangar, avec des animaux. Le président a tout de suite stoppé la délégation. Nous sommes descendus des véhicules. Nous sommes venus savoir si les enfants révisaient avec quelqu'un ou si c'était une école. Ils nous ont dit effectivement que c'est une école. L'école a été détruite par la pluie, par les intempéries, n'ayant pas d'autres moyens, abandonnée par les autorités. Les enfants veulent étudier, les parents veulent que leurs enfants étudient. Il y a des enseignants qui acceptent de les enseigner dans ces conditions-là. Le président a pris l'engagement à ce village, au chef de famille de Drametou, que nous allons faire de notre possible pour vous donner une école. Arrivé à Bamako, nous avons lancé un message dans l'ensemble des structures du parti, sur le plan national et international, pour dire que le président a promis la construction d'une école à Drametou pour permettre aux enfants du village de Drametou d'étudier dans de bonnes conditions. Les militants de l'URD ont cotisé jusqu'à hauteur de 67 millions. Nous avons construit cette école en 6 mois avant l'ouverture de l'année scolaire qui suivait. Nous avons construit l'école
la direction, les latrines, donner des panneaux solaires et même des équipements scolaires aux étudiants. Ça, c'est entre autres les actions qu'on a eu à poser pendant qu'on n'était même pas en période électorale. Mais qu'à cela ne tienne, puisque la campagne électorale, c'est sur une période très courte. Mais c'est le moment de montrer sa bonne foi. Sa bonne foi, c'est d'abord le programme. Et le programme n'est pas seulement pour séduire les électeurs. Le programme a un double objectif pour les citoyens. Le programme, il permet aux citoyens de faire un choix éclairé, de prendre un président qui a les garanties nécessaires et suffisantes pour conduire les affaires de la nation. Ensuite, le programme permet aux populations, aux citoyens, d'évaluer l'action des hommes politiques une fois au pouvoir. C'est à travers le programme que le citoyen peut s'asseoir pour dire, il a dit que les 100 premiers jours de son mandat, il posera telle ou telle action. Il a dit qu'au bout de 2 ans, il posera telle ou telle action. Donc ne tombons pas dans la facilité de dire que les partis politiques ne mènent pas d'action que pendant la campagne électorale. Il ne faut pas généraliser. En ce qui nous concerne, nous menons des activités fort remarquables et visibles sur le terrain tout le temps. Merci, M. Diarra. M. Bokoum, alors qu'est-ce que vous pensez de cette plainte de la société, je dirais, vis-à-vis du politique? Est-ce, comme vient de dire M. Diarra, une méconnaissance vraiment de ce qui se passe concrètement sur le terrain, ou alors vous pouvez la légitimer, la justifier, cette plainte des populations? Non, c'est une plainte qui est légitime. Si elle est légitime quant à leur situation de survie, il est tout à fait... Parce que les gens sont en train de survivre réellement dans ce pays. Il y a d'autres qui cherchent à boire, uniquement à boire. Il y a d'autres qui cherchent à manger. Il y a d'autres qui cherchent leur petit chemin, tout petit bonheur. Mais je vais revenir quand il parle de la loi électorale. Je pense que c'est bien beau. Il est vraiment bien éloquent, mais c'est extrêmement difficile de tenir, même quand on est éloquent, de tenir des langages qui ne correspondent pas à la réalité, quelle que soit votre éloquence. Ici, il a parlé de la loi électorale. Il faut qu'il fasse gaffe, sinon il sera viré au niveau de son parti. Fasse gaffe, ça parce que s'il vous plaît, M. Diarra, je vais rectifier, de faire attention pour que son parti ne le vire pas. Parce que quand il parle de la loi électorale, il dit que le SADI n'a pas été concerné. Justement, l'URD a tout fait pour dire que c'est l'opposition qui a travaillé sur la loi. On a dit qu'on n'a pas été concerné par la loi électorale et que pourquoi nous avons porté plainte contre la loi électorale, parce qu'on la trouve injuste, parce que nous trouvons que ces 2 candidats qui se sont réunis pour faire une loi au détriment de 24 candidats, de 23. Quels sont ces 2 candidats? Les 2 candidats, c'est Ibrahim Bokar Keïta et Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. Parce qu'ils ont fait une loi qui détermine le chef de file de l'opposition. Et donc, dans l'élaboration de la loi, ils ont parlé de majorité. Et donc, pour eux, la connotation de la majorité correspond tout simplement au chef de file de l'opposition et de la majorité. Alors, bien entendu que la majorité et l'opposition, leur opposition ne sont que 2 candidats, alors que nous avons 25 candidats à l'élection présidentielle de la République. Donc, pour passer, il m'a dit qu'il faut qu'on apprenne à connaître ce que les autres ne... Si on ne sait pas faire ce qu'eux ils font, d'apprendre à faire... Je ne sais pas, il a dit un truc comme ça. Si nous ne savons pas faire, on n'a qu'à leur demander. Exactement. Mais nous ne pouvons pas faire ce qu'eux ils font, parce que nous ne pillons pas les caisses de l'État. Nous ne pouvons pas faire... S'il vous plaît, M. Bokoum, non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, M. Bokoum, moi je voulais... Bon, moi je veux vraiment que vous nous fassiez... S'il vous plaît, M. Diarra. M. Diarra, s'il vous plaît. S'il vous plaît, M. Diarra. Parce que c'est extrêmement important ce qu'il a dit. Il fallait aussi lui faire l'arrêter quand il dit qu'on ne sait pas ce qu'il va faire. On y va, parce qu'on parle d'argent, Robert. Quand on parle d'argent et on dit au SADI que vous ne savez pas comment trouver de l'argent, il va falloir expliquer aussi aux Maliens, parce qu'il s'agit d'un parti politique, il s'agit d'un parti qui est en train de chercher le pouvoir au Mali et qui parle d'argent. Alors s'ils veulent parler d'argent que nous on ne sait pas comment on trouve, il va falloir qu'ils le disent, puisque c'est déterminé par la loi. Donc je vais revenir sur l'école. En parlant d'école, c'est que nous aussi, je veux dire qu'au Mali, il n'existe pas un parti qui a fait des hautes luttes sociales de son existence jusqu'à aujourd'hui. Le SADI est un parti qui est en permanence au contact des peuples, de ceux qui sont victimes de l'injustice, peu importe à qui ça profite ou qui est victime. Donc je reviens sur la question, je dis que tout à fait normal que les citoyens soient indignés face à ces gaspillages, à cette façon ostentatoire de gaspiller l'argent face à la misère des gens. Et je pense qu'il va falloir que les gens comprennent tout simplement que ce pays, aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin juste d'école, d'avoir des bancs, d'avoir juste la santé et d'avoir
les moyens de vivre libres et heureux. C'est tout ce qu'on demande aux gens. Ok, merci M. Bokoum. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que nous sommes ce soir avec Dr Mamadi Sissoko, constitutionnaliste. Nous sommes également avec M. Fousseinou Doumbia, professeur de droit public et de sciences politiques à l'université. Nous sommes en compagnie de M. Abdraman Diarra de l'URD, membre du directoire de campagne du candidat Soumaïla Cissé. Et nous sommes également avec M. Babarou Bokoum, porte-parole du candidat Omar Mariko. Voilà, monsieur, en lisant la loi électorale, je suis tombé sur un article que je voudrais vraiment bien partager avec vous. C'est l'article 21, alors qui dit « Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manœuvres frauduleuses, seront surpris ou auront détourné des suffrages ou auront déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'1 mois à 1 an et d'une amende de 25 000 à 250 000 francs CFA. » Alors, docteur Doumbia, le code moral, le code éthique de la campagne, comment alors la loi arrive à l'organiser entre quand même des propos d'un tel engagement par-ci et par-là? Qu'est-ce que la loi dit par rapport à l'éthique, par rapport à l'adresse à l'autre pendant la campagne? Alors, c'est vrai que la loi a tenu, n'est-ce pas, à encadrer un certain nombre de comportements en période électorale. C'est vrai, c'est une avancée considérable en termes de l'assainissement de l'espace politique malien. C'est une avancée considérable. Il y a de ces discours qu'on ne peut pas tenir à l'égard de l'autre. Il y a des discours de violence, des discours de haine, des discours allant dans le sens de nuire à autrui sans pour autant avoir un certain nombre de preuves sur là-dessus qui sont vraiment interdits. Alors, au regard de cette situation, c'est vrai, sur le plan moral, il faut que les partis politiques, l'ensemble des acteurs du processus électoral soient vraiment conscients que la démocratie est une valeur que tout le monde doit incarner avec une certaine vertu. On ne peut pas se dire aujourd'hui qu'on est démocrate et puis tenir des discours allant dans le sens de l'assassinat d'un certain nombre de valeurs, de principes, d'un certain nombre de règles qui permettent d'avoir un certain assainissement de l'espace politique. Alors, il faut que ces acteurs arrêtent de jouer de tels rôles parce qu'il y a des sanctions pénales qui sont là. Donc, c'est pour vous dire que la loi électorale ne s'intéresse pas seulement à l'encadrement du processus électoral. Ça va même beaucoup plus loin en faisant amener des dispositions d'ordre pénal. Donc, c'est une avancée considérable dans le cadre du processus d'assainissement de la scène politique malienne. Merci, Monsieur Doumbia. Monsieur Diarra, nous nous acheminons vers la fin de l'émission. Ça va très, très vite. Moi, je voudrais quand même que vous nous parliez de ce que, selon vous, peut être votre dernier mot ce soir. Et vous avez 2 minutes. OK. Alors, avant d'en arriver au dernier mot, je voudrais... En tout cas, vous avez 2 minutes. 2 minutes pile, je vais vous couper. Je dis ça pas pour polémiquer. Le débat, c'est pour éclairer la lanterne de ceux qui nous regardent. Je voulais rappeler à mon camarade de Sadi que dans la Constitution, il y a majorité et opposition. Il n'y a pas autre chose. Qu'ils comprennent cela. Et je suis étonné de le voir lui-même dire sur le plateau, le Sadi. Je pense que votre parti, c'est la solidarité africaine. Bref, comme dernier mot, moi je pense que nous partons vers une élection présidentielle dans des conditions très difficiles dans notre pays, dans des conditions sécuritaires très difficiles, dans des conditions de confiance douteuses entre l'État, les autorités qui organisent les élections et les acteurs qui prennent part à ces élections. C'est pourquoi nous entendons dans tous les discours des propos de tenue d'élections apaisées et transparentes. Les élections apaisées et transparentes arrivent à une seule condition, qu'il n'y ait pas de fraude, qu'il n'y ait pas de tentative de fraude. Ce qui se dit, que ce soit ce qui se fait dans le... C'est-à-dire qu'on fasse ce qu'on dit dans les discours, dans la pratique, que les candidats soient traités de la même façon par l'État, par les autorités qui organisent les élections. Et pour finir, je dirais tout simplement que les élections présidentielles de cette année au Mali sortent du cadre d'une élection présidentielle ordinaire. Les élections présidentielles du 29 juillet 2018 est pour le Mali la dernière chance pour essayer
de résoudre cette crise qui gangrène notre nation depuis quelques années. La gouvernance qui règne, qui prévaut dans ce pays depuis 2013, n'aide pas à sortir de la crise. C'est pourquoi l'alternance doit être réalisée forcément au soir du 29 juillet 2018. Donc j'en appelle nos concitoyens, nous sommes en campagne, à s'approprier du programme de notre candidat. Merci, M. Diarra. Merci, M. Diarra. Au niveau de la technique, on nous fait signe que vraiment nous n'avons pas encore beaucoup plus de temps. M. Babarou Bokoum, docteur Sissoko, vous allez m'excuser, ce soir vous n'aurez pas le dernier mot, je ne pourrai pas revenir à vous. Babarou, voilà. Le SADI, je voudrais l'expliquer, il n'a pas compris. Babarou, une minute. Non, je vais le terminer avec ça. Le SADI, c'est parce que c'est le parti SADI. La SADI, ça ne sonne pas bien. C'est nous qui l'avons choisi. C'est notre parti et ce n'est pas une faute. C'est un parti du parti. S'il vous plaît. Donc, au-delà de ça, on aurait rehaussé le niveau du débat. Nous sommes là, c'est les Maliens qui nous regardent et nous parlons d'une chose sérieuse. Je vous en prie. Et il est temps que vous justifiez derrière les 500 millions que vous avez pris. S'il vous plaît, M. Bokoum, on y va. Mais il est temps que l'opposition justifie les 500 millions de l'argent mobile. Et le dernier mot, j'aimerais tout simplement dire que nous ne sommes pas là ce soir pour essayer de divertir mes Maliens. Nous sommes là pour un sujet extrêmement important. Il s'agit de la vie de la nation. Et nous savons qu'à chaque fois que nous avons hésité ou que nous avons fait des fausses manœuvres pour donner cette nation à des gens qui ne sont pas en mesure de le porter plus haut, de la porter plus haut, et il est toujours arrivé des problèmes. Donc aujourd'hui, nous demandons au peuple malien de sortir et de plébisciter Oumar Mariko pour pouvoir présider les destinées de cette nation. Merci, M. Bokoum. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle toujours que nous étions sur la grande thématique de la campagne présidentielle du 29 juillet 2018. Et pour en parler, nous étions avec Dr Mamadi Sissoko, constitutionnaliste, Dr Fousseni Doumbia, professeur de droit public et des sciences politiques. Nous étions également avec M. Abdraman Diarra de l'URD, membre du directoire de campagne du candidat Soumaïla Cissé, et nous étions en compagnie également de M. Babarou Bokoum, porte-parole du candidat Oumar Mariko. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Restez toujours câblés au programme d'Africable Télévision, et comme nous ne cesserons jamais de vous le répéter, jusqu'à la fin du processus, Africable sera là toutes les nuits pour faire des débats. Merci à vous. Nous nous donnons rendez-vous pour d'autres soirées thématiques. Merci.